Ses parents sont en prison. Selon KHOU, son père et sa belle-mère ont été inculpés pour crime de mise en danger d'un enfant après avoir prétendument enfermé Blymeyer sous l'escalier pendant des semaines. Jordan Blymeyer est né le 3 février 2009 de Wendy Hall et de Bradley, ou Brad Blymeyer. Jordan adorait les Tortues Ninja, les jeux vidéo et l'équipe de football des Houston Texans. On disait de lui que c'était un petit garçon très heureux, affectueux et drôle. Après sa séparation d'avec Wendy, le père de Jordan, Brad, s'était remarié. Sa nouvelle épouse s'appelait Tammy Blymeyer et après le mariage, Jordan et son père ont emménagé chez Tammy avec elle et ses 5 enfants à Spring, au Texas. Tammy aurait un autre enfant avec Brad peu de temps après, puis elle serait de nouveau enceinte de son 7e enfant à l'automne, 2013. Chez Tammy, Jordan partageait une chambre avec l'un de ses nouveaux frères par alliance, et il a même commencé à appeler Tammy « maman ». Les familles semblaient bien s'intégrer, et la maison paraissait être un foyer heureux. Mais un jour, en mars 2014, la police a été appelée chez les Blymeyer pour mettre fin à une bagarre à coups de poing entre le père de Jordan, Brad, et le fils aîné de Tammy, Cody, qui avait alors 16 ans. Lorsque la police est arrivée à la maison, située sur Castlemont Lane, elle a trouvé Brad et Cody en train de se battre dans le jardin de devant. Mais la police allait vite comprendre qu'il ne s'agissait que d'une ruse pour les attirer chez lui, car Cody avait bien pire à leur montrer. Dans un vide sanitaire fermé à clé, dans un placard sous l'escalier, les autorités ont découvert un petit matelas sale où un enfant semblait avoir dormi. Le minuscule vide sanitaire sous l'escalier avait un sol en béton froid, des clous apparents et des fils électriques exposés. Cody a dit aux agents que Jordan, âgé de 5 ans, vivait dans ce petit compartiment sous l'escalier. Avant l'appel à la police, Cody et Brad s'étaient disputés toute la journée par intermittence. Alors, Cody, sachant qu'il avait déjà des ennuis avec Brad ainsi qu'avec sa mère Tammy, a pensé que c'était le moment d'essayer de sauver son frère Jordan. Alors, il a ouvert le minuscule placard où le garçon vivait, et quand Cody a vu l'état dans lequel se trouvait Jordan, il a paniqué. Cody savait que Jordan était maltraité, mais il ne s'attendait pas à le voir dans un état aussi terrible ce jour-là. Il était complètement sous le choc. Jordan avait l'air proche de la mort. Il n'avait pas de vêtements, seulement une couche. Son visage était enfoncé, il avait des bleus et des marques sur tout le corps, et il avait de la mousse à la bouche. Le grand frère a pris le petit Jordan dans ses bras et l'a confié à leur sœur de 14 ans, Allison, pour qu'elle puisse le tenir et le réconforter. Cody est ensuite sorti pour crier sur sa mère et Brad à propos de l'état terrible dans lequel il venait de trouver Jordan. Mais Tammy et Brad ont retourné la situation et se sont mis à s'énerver contre Cody, lui disant qu'il n'aurait pas dû ouvrir ce placard parce que cela ne le concernait pas et que ce n'était pas ses affaires. Les choses ont alors dégénéré entre Cody et Brad et ils ont commencé à se bousculer. Cody voulait attirer autant d'attention que possible sur la famille. Il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière cette fois. Il allait sauver Jordan. Pendant que Cody appelait le 911, Allison tenait toujours son petit frère dans ses bras. Elle a dit qu'il était si léger qu'elle avait à peine l'impression de tenir quoi que ce soit. Jordan était totalement perdu. Il ne savait même pas quel jour on était, mais Allison le serrait et lui répétait que tout irait bien, qu'elle l'aimait. Cody dira plus tard: « Si nous ne l'avions pas sorti ce jour-là, je ne pense pas qu'il aurait survécu. » Pendant que Cody appelait la police, Tammy, enceinte de 6 mois, avait rassemblé ses affaires, Pris les plus jeunes enfants, y compris Jordan, et avait fui la maison. Grâce au relevé de son téléphone, la police a retrouvé Tammy dans un motel du coin. Mais elle leur a dit qu'elle n'avait pas fui le jour où ils étaient venus à la maison. Elle était simplement sortie acheter une pizza, puis rendre visite à son mari qui vivait au motel. Les plus jeunes enfants de Tammy étaient avec le couple ainsi que Jordan. Il était couvert de bosses et de bleus et il était gravement sous-alimenté. Jordan a ensuite été transporté d'urgence dans un hôpital proche où une pédiatre a constaté de graves violences physiques et une sous-alimentation chronique. Son foie avait également commencé à défaillir. Le petit garçon serait mort en quelques jours, voire en quelques heures, s'il n'avait pas été emmené à l'hôpital à temps. Il était tellement maigre, en fait, qu'il le comparait à une victime de l'Holocauste. Jordan ne pesait que 13,6 kg, soit 3,2 kg, de moins que lors de son examen médical à l'âge de 4 ans, 10 mois plus tôt. La taille de Jordan avait également été retardée d'environ 7 cm à cause de sa malnutrition, et ce sont 7 cm qu'il ne récupérera jamais.
Tammy Blymeyer, âgée de 33 ans, et son mari de 24 ans, Bradley, ont été arrêtés et inculpés pour mise en danger grave d'un enfant. Tammy s'est vu fixer une caution de 2 000 $ et Brad a été détenu avec une caution de 150 000 $. 150 000 $. Et seulement un jour ou deux plus tard, Tammy est sortie de prison sous caution. Bien sûr qu'elle l'a fait, car 2 000 $ est un montant de caution pathétique pour ce qu'elle a fait. Les services de protection de l'enfance avaient bien sûr pris la garde de Jordan, mais lorsque Tammy a été arrêtée, ils ont également pris la garde de ses enfants. Et en parlant des services de protection de l'enfance, ils avaient en fait ouvert un dossier sur la famille et s'étaient rendus chez les Blymeyer juste le mois précédant la découverte de Jordan, en février 2014. Le dossier a été ouvert quand Cody a commencé à parler de ce qui arrivait à son petit frère. Lorsque les services de protection de l'enfance ont ouvert le dossier, des travailleurs sociaux et la police se sont rendus au domicile pour vérifier la situation. Chaque fois qu'ils venaient, Tammy les évitait ou les convainquait qu'il n'y avait aucun problème, disant que Cody avait signalé la situation seulement parce qu'il ne s'entendait pas avec son beau-père, plus âgé de 8 ans. En plus des excuses de Tammy, la police a tenté de vérifier la situation de Jordan, mais il n'était pas chez lui. C'était parce que Tammy et Brad avaient envoyé Jordan vivre chez des proches dans l'Ohio. Les proches de Tammy, en fait, et des personnes que Brad n'avait même jamais rencontrées avant le jour où il a laissé son fils là-bas. Jordan est revenu de ce voyage en ayant l'air en meilleure santé. Donc lorsque les services de protection de l'enfance sont venus rendre visite en février 2014, ils ont estimé qu'il n'était pas en mauvaise santé. Lorsque la police a interrogé Tammy, elle a feint la surprise et a affirmé ne pas être au courant de l'état horrible de son beau-fils parce qu'elle ne l'avait pas vu torse nu récemment. Mais, vu le poids qu'il avait, je pense qu'on pouvait deviner, même avec un t-shirt, qu'il était beaucoup trop maigre. Tammy a dit qu'elle ne s'en était pas rendue compte, car Brad et Jordan étaient partis vivre en Alabama après leur séparation l'été précédent. Donc, avant qu'elle ne tombe enceinte. C'est ça. Je suis sûre que vous étiez séparés et que vous n'essayez pas juste d'éviter des ennuis. Peu de temps après avoir dit cela à la police, Tammy a demandé le divorce de Brad. Et Tammy a aussi dit qu'elle ne croit pas forcément que son mari dont elle est séparée soit celui qui a causé l'état de l'enfant non plus. La belle-mère a dit « Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Je ne sais pas si c'est un problème de santé ou autre. Je ne veux pas être comme tout le monde et supposer le pire. » Donc, comme je l'avais dit, Tammy avait payé sa caution seulement quelques jours après son arrestation. Et quelques jours après cela, elle est allée au tribunal pour essayer de récupérer la garde de ses enfants. Mais malgré tous ses efforts pour prouver qu'elle était une mère capable de s'occuper de ses enfants, le juge lui a refusé toute garde. Alors Jordan a raconté à une assistante sociale de l'hôpital, qui aidait à prendre soin de lui, qu'il avait été enfermé dans un placard très sombre comme punition. Il avait aussi été fouetté avec une ceinture et privé de nourriture. Il a indiqué que Brad et Tammy lui avaient tous les deux infligé ces punitions. Le fils de Tammy, Cody, avait également déjà dit à la police qu'il avait vu Brad cogner la tête du petit garçon contre un mur, ainsi que le taser avec un pistolet paralysant sans aucune raison. Les deux enfants plus âgés de Tammy, Cody et Allison, diraient que leur mère était toujours la chef de la maison et qu'ils suivaient tes règles. Ils ont aussi dit qu'elle était manipulatrice et ferait tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Ils ont aussi dit que Tammy était celle qui poussait Brad à faire du mal à son fils et que si ses punitions n'étaient pas assez sévères, elle n'hésitait pas à le lui dire. Au début, Jordan avait été traité correctement, comme tous les autres enfants de la maison. Mais ensuite, en commençant par des périodes plus longues de mise à l'écart, les choses se sont rapidement aggravées. Les parents de Jordan ont commencé à lui retirer ses affaires essentielles, son oreiller, sa couverture, puis ses vêtements. Il a été forcé de rester uniquement en couche. Puis Tammy et Brad ont décidé que Jordan ne devait plus s'asseoir avec la famille pendant le dîner. Et ils ont aussi commencé à lui priver de nourriture comme punition. De plus, les autres enfants de la maison n'avaient pas le droit d'interagir avec Jordan. Et s'ils le faisaient, Jordan serait puni. Jordan se faisait alors punir plus souvent, pour plus de choses et de manière plus sévère. Brad frappait son fils à l'arrière de la tête, le frappait avec sa ceinture, le jetait à travers la pièce et l'électrocutait avec un taser, ce qui laissait des marques. Jordan finissait par ne recevoir qu'une seule tranche de pain par jour. Et quand on lui donnait cette tranche de pain, s'ils estimaient qu'il ne mangeait pas assez vite, on la lui retirait aussi. En plus des violences physiques, Bradley n'avait aucun problème à agresser verbalement son fils aussi. Il lui disait de se taire très souvent, peu importe ce qu'il faisait, alors qu'il n'avait que 3 ou 4 ans.
Il le rabaissait, le traitant d'idiot et de pleurnichard. Il lui disait aussi d'arrêter de chanter parce que sa voix était horrible si Jordan chantait avec la musique dans la voiture. Ensuite, les parents cruels ont commencé à envoyer Jordan dans ce qu'ils appelaient sa chambre Harry Potter, la toute petite pièce sous l'escalier. Les frères et sœurs de Jordan ne pouvaient pas ouvrir le placard pour vérifier l'état de leur frère. Au début, Jordan devait y rester pendant des heures, mais cela a progressivement évolué jusqu'à des jours entiers. Quand ses frères et sœurs aînés le pouvaient, ils donnaient discrètement à Jordan du pain pour le maintenir en vie. Pendant les 6 mois précédant son sauvetage en mars, Jordan avait constamment des ennuis et il vivait sous l'escalier. Les autres enfants ne le voyaient parfois qu'une fois par semaine et seulement pour une très courte période, car il avait toujours tellement d'ennuis. Et alors qu'ils entendaient auparavant les sanglots de Jordan, ces derniers mois, ils n'entendaient plus rien parce que Jordan n'avait même plus l'énergie de pleurer. Son père aurait aussi drogué le petit garçon quand il recevait des invités à la maison pour le garder silencieux. Donc, même si Tammy avait dit à la police qu'elle ne savait pas comment son beau-fils était devenu aussi maigre, elle le savait très bien. Autrefois, quand les enfants plus âgés de Tammy l'interrogeaient sur Jordan, elle répondait que cela ne les concernait pas ou niait simplement les faits. Elle avait même réussi à convaincre Cody, à un moment donné, que tout ce qui se passait était parfaitement normal. Une fois, Brad avait cogné la tête de Jordan contre le mur et Tammy avait dit à Cody que cela n'était pas arrivé. Et même s'il en parlait à quelqu'un, personne ne le croirait de toute façon. Cody et Allison avaient souvent reproché à leurs parents la façon dont ils traitaient Jordan. Et quand ils le faisaient, Brad menaçait de frapper Cody ainsi qu'un de ses autres frères ou sœurs. Et Tammy faisait du chantage émotionnel à Allison, lui disant que si quelqu'un se faisait prendre, tous ses frères et sœurs seraient séparés et qu'elle ne les reverrait plus jamais. Mais malgré les menaces contre eux, Cody et Allison avaient parlé de la maltraitance à des enseignants, des policiers et des conseillers scolaires, mais pour une raison quelconque, personne n'avait pu les aider. Il y avait donc des informations contradictoires que Brad et Tammy avaient données à la police. À un moment donné, Brad avait dit que sa femme n'était pas responsable de donner le bain à Jordan, mais plus tard, il a affirmé qu'elle le baignait parfois, ce qui signifie qu'elle aurait vu à quel point il devenait maigre. Et Tammy a dit aux enquêteurs qu'elle et Brad avaient un accord conclu avant leur mariage, selon lequel elle s'occuperait de ses enfants et lui s'occuperait de son enfant. Par exemple, Tammy a expliqué qu'elle achetait une pizza pour elle-même et ses enfants, et que Brad devait acheter de la nourriture pour lui et son fils. Jordan n'avait pas le droit de manger de cette pizza. À un autre moment, elle a dit avoir acheté de la nourriture pour Jordan pour qu'il n'ait pas faim. Oui, d'accord, n'importe quoi. Lors d'un récent rendez-vous chez le médecin pour Jordan, Tammy avait en fait dit au médecin que Jordan mangeait très bien et qu'il mangeait souvent trop. Alors, l'assistante du médecin, voyant à quel point il était maigre, a décidé de prescrire des analyses de laboratoire pour voir ce qui se passait. Mais lorsqu'elle n'a pas reçu les résultats des analyses, son cabinet a appelé Tammy et Tammy leur a alors dit que Jordan était parti vivre en Alabama et qu'elle n'avait plus de contact avec lui. Ainsi, quand Tammy s'est enfuie ce jour-là, elle a emmené Jordan pour continuer à faire croire qu'il n'était pas dans l'état. Après son sauvetage, Jordan a retrouvé sa mère biologique, Wendy Hall. Elle se souvient que la première fois qu'elle l'a vue, sa peau était fine, couverte de croûte et pelée. Elle a aussi remarqué des traces de taser sur son oreille, son épaule et son dos. Ses cheveux tombaient et il était si faible qu'il ne pouvait aller aux toilettes seul les 2 premiers jours. Pendant son séjour à l'hôpital, Jordan demandait bien sûr de la nourriture tout le temps. Et chaque fois qu'il y avait de la nourriture dans sa chambre d'hôpital, il y consacrait toute son attention. Il est resté sous un régime hypocalorique et restrictif afin de ne pas le réalimenter trop rapidement. Mais le petit Jordan a tout de même commencé à reprendre du poids rapidement. Au début, pendant qu'il mangeait, il regardait sans cesse autour de la pièce, comme si quelqu'un allait lui prendre sa nourriture. Jordan avait quelques plats préférés à l'hôpital, notamment les spaghettis et le sandwich au fromage grillé. Depuis son lit d'hôpital, le garçon a aussi raconté à sa grand-mère des histoires bouleversantes sur son enfermement dans un placard sombre. Il lui a parlé de son matelas, de la façon dont son père le frappait et de comment celui-ci lui donnait parfois quelque chose pour l'endormir. La famille de Jordan dit qu'elle pense qu'il a vécu dans ces conditions pendant environ 1 an. Et sa famille a aussi tenu à remercier Cody et Allison d'avoir aidé leur petit garçon. Après que Jordan ait été sauvé, sa mère, Wendy, a essayé de récupérer sa garde.
Brad l'avait privé de son fils pendant 2 ans à ce moment-là. Cependant, Wendy avait déjà perdu la garde de Jordan lorsque ses tests de dépistage de drogue ordonnés par le tribunal étaient revenus positifs. Mais au moment où Jordan était à l'hôpital, elle était sobre depuis un certain temps et disait qu'elle était prête à tout faire pour récupérer son fils. Un juge a décidé que Jordan et sa mère vivraient 45 jours chez la tante de Wendy, sous surveillance des services de protection de l'enfance. Elle devait suivre des cours de parentalité et passer des tests de dépistage de drogue aléatoires pour récupérer la garde de Jordan. Et en décembre 2015, Wendy avait retrouvé la garde complète de son fils. Donc, Jordan ne pesait que 13,5 kg lorsqu'il a été retrouvé, soit le poids d'un enfant de 2 ans. Mais après quelques temps à l'hôpital et un peu de kinésithérapie et d'ergothérapie, il avait l'air et se comportait beaucoup mieux, et il était monté à 16 kg en un peu plus d'une semaine. Une collecte de jouets appelée Jouets pour Jordan a également été organisée pour le garçon, et grâce aux réseaux sociaux, des dizaines de jouets ont été offerts à Jordan, et de l'argent a aussi été récolté pour aider à payer ses frais médicaux. Une photo publiée sur Facebook montrait le petit Jordan souriant alors qu'il était entouré de tous ses jouets dans son lit d'hôpital. Donc, après environ 1 semaine et demie à l'hôpital, Jordan était prêt à sortir. Et la première chose qu'il voulait, c'était un Happy Meal de McDonald's maintenant qu'il pouvait de nouveau manger des aliments solides. En octobre 2014, Tammy, qui était toujours en liberté sous caution, a déclenché une alerte enlèvement concernant son nouveau-né, William. Un juge lui avait ordonné de confier son bébé à la protection de l'enfance. Elle s'est enfuie. Le petit garçon et Tammy ont été retrouvés sains et saufs 1 heure plus tard et William a été placé en famille d'accueil. Cette fois, Tammy serait détenue sous caution de $30 000, mais elle serait tout de même libérée seulement quelques jours plus tard. Bradley était toujours en prison, détenu sous caution de $150 000. En avril 2016, Bradley Blymeyer a conclu un accord de plaider coupable et il a plaidé coupable à l'accusation de mise en danger d'enfant. Et il a été condamné à 15 ans de prison. Tammy a été jugée en décembre 2018 et son équipe de défense a soutenu que la mère, qui était une personne instruite et avait travaillé comme assistante juridique, était, comme ses enfants, victime de violences conjugales de la part de son mari. Ils ont aussi cité le témoignage de la mère de Jordan, Wendy, qui disait que Brad l'avait déjà maltraité. Les procureurs, cependant, n'étaient pas d'accord avec l'explication de la défense, estimant que Tammy, l'ancienne assistante juridique, avait en réalité utilisé ses connaissances juridiques pour entraver les enquêtes de la police, pour éviter une tentative d'intervention de la protection de l'enfance. On pense que Tammy ressentait probablement du ressentiment envers Jordan, car il était le seul enfant du foyer qui n'était pas son enfant biologique. Elle était peut-être aussi jalouse de l'amour que Brad portait, au début, à son fils. Lors du procès de Tammy, plusieurs témoins ont parlé, dont une amie de longue date. Cette amie a déclaré qu'elle avait vu Jordan au début de 2014 et qu'il était très maigre. Tammy disait que Jordan causait beaucoup de problèmes parce qu'il se réveillait au milieu de la nuit, mangeait et mettait tout en désordre. Mais l'amie ne pensait pas que Jordan mangeait quoi que ce soit et craignait qu'il ne meure. Elle a dit à Tammy d'aller à l'hôpital pour obtenir de l'aide. Mais Tammy a dit à son amie qu'il allait très bien, et l'amie a alors essayé de l'emmener elle-même, mais Tammy l'en a empêché. Au lieu d'emmener Jordan à l'hôpital, Tammy et Brad l'ont emmené dans l'Ohio chez la marraine de certains enfants de Tammy, que Brad rencontrait pour la première fois ce jour-là. Les 3 aînés de Jordan ont tous témoigné contre leur mère et affirmé qu'ils n'avaient jamais hésité, sachant que c'était la bonne chose à faire. Brad a également témoigné, et il a dit que son fils Jordan était dans un état physique assez mauvais au moment de son hospitalisation. Mais Jordan en était arrivé là au fil du temps. Et bien que Brad ait témoigné qu'il était responsable de l'état de son fils, il a dit que Tammy était également restée en retrait et n'avait rien fait à ce sujet. Tammy a témoigné en sa propre faveur et elle continuait de plaider l'ignorance, disant qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont son beau-fils était devenu aussi mal nourri et maigre. Elle a dit qu'elle aurait été très inquiète si un de ses enfants avait perdu du poids. Et elle a également déclaré devant le tribunal qu'elle n'avait jamais vu Brad priver son fils de nourriture ou l'enfermer dans le placard. Mais Tammy a reconnu que Jordan avait l'air plus maigre au début de 2014 et elle avait dit à Brad de l'emmener chez le médecin. Cependant, elle a nié que son amie lui ait dit d'emmener Jordan chez le médecin et qu'elle lui ait répondu non. La femme ayant adopté 3 enfants biologiques de Tammy, après leur retrait par les services de protection de l'enfance, a aussi témoigné.
Elle a déclaré qu'elle avait dû rééduquer les enfants lorsqu'ils sont arrivés chez elle pour la première fois, car ils étaient très manipulateurs et mentaient beaucoup. Elle a dit qu'elle pensait qu'ils avaient appris ce comportement de leur mère biologique. Probablement, très probablement. À la fin du procès, Tammy Blymeyer a été reconnue coupable de atteinte à un enfant par omission et elle a été condamnée à 28 ans de prison. Lorsque sa sentence a été prononcée, elle a éclaté en larmes. Nous, le jury, ayant reconnu l'accusé, Tammy Blymeyer, coupable de atteinte à un enfant, son visage enfoui dans ses mains alors que le juge lisait le sort de Tammy Blymeyer. Fixer sa peine et son incarcération dans la division institutionnelle du département de la justice pénale du Texas pour une durée de 28 ans. Avant l'annonce de la peine, son fils Cody a pris la parole et lu une déclaration. On sait tous très bien pourquoi nous sommes ici. Tu as commis une grosse erreur et tu dois finalement en affronter les conséquences. Je suis ici pour poser une question rhétorique. Comment as-tu pu faire subir tout cela à tes enfants ? Les personnes qui devraient être ta fierté et ta joie. Tu m'as causé de la tristesse, de la colère, de la confusion et un grand vide. Je ne serai plus jamais la même émotionnellement à cause de cela. Au moment du procès de Tammy, Jordan avait 9 ans et il pesait 53 kilos, ce qui était un poids tout à fait sain. Des milliers de dollars ont également été donnés pour la prise en charge de Jordan après que son histoire ait été le sujet d'un épisode de l'émission Dr. Phil. Sa mère a dit que c'est un garçon incroyable, intelligent et drôle. Depuis, il n'y a pas eu d'autres nouvelles à son sujet, mais je suppose qu'il va bien. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jordan aujourd'hui. Cette histoire a failli ne pas être une histoire de survie. Jordan n'était qu'à quelques jours, peut-être même à quelques heures de la mort. Mais grâce à ses frères et sœurs aînés courageux, il a été sauvé juste à temps. Les enfants de Tammy sont incroyables, et ce sont des héros pour l'avoir sauvé. Il est difficile de croire qu'ils viennent d'une personne aussi en colère, méchante et manipulatrice. C'est son père, Charlie Bottel. Charlie, nous recevons des informations selon lesquelles votre fils a été retrouvé dans votre sous-sol. Monsieur. Monsieur Bottel, est-ce que c'est bien vous? Charlie Bottel, le 5e, vivait à Détroit, dans le Michigan, avec son père Charles Bossel et sa belle-mère Monique Dillard Bossel. Sa mère biologique, Africa Shippings, habitait à 3 km du père de Charlie. Charlie avait également un frère aîné et une sœur cadette. À l'époque de cette histoire, lorsque Charlie avait 12 ans, on disait qu'il adorait jouer à des jeux sur ordinateur, à des jeux vidéo, et qu'il aimait aussi regarder les films Transformers ainsi que tous les films de super-héros. Charlie vivait avec son père et sa belle-mère depuis novembre 2011. Il avait fréquenté l'école jusqu'en 5e année avant d'en être retiré par son père, Charles, qui l'a ensuite instruit à la maison. Maintenant, même si Charles enseignait à son fils, il ne lui enseignait pas au niveau scolaire approprié. L'une des raisons pour lesquelles Charlie vivait chez son père était que sa mère avait constaté la baisse de ses notes. Elle pensait donc que s'il passait de bons moments avec son père, Charles, cela l'aiderait. Mais le 14 juin 2014, Charles appela la police pour signaler que son fils Charlie avait disparu de la maison familiale située sur Nicolette Place à Détroit. Charles a dit que son fils Charlie était à la maison avec sa femme pendant qu'il travaillait dans son bureau à Southfield en tant qu'infirmier diplômé. Apparemment, le garçon s'était arrêté au milieu d'une de ses séances d'entraînement obligatoires pour aller aux toilettes. Et après cela, il n'était pas revenu. Charles avait en fait reçu l'appel téléphonique de sa femme vers 21h45 ce soir-là. Et elle lui avait dit que Charlie avait disparu vers 21h. Depuis, elle avait cherché le garçon partout sans succès. Charles a alors quitté le travail, pris sa voiture et rentré chez lui chercher son fils. Le père a également appelé les services d'urgence et il a ensuite affirmé que la réponse qu'il avait reçue de l'opérateur d'urgence était méprisante et irrespectueuse et qu'il lui avait en fait fallu 3 appels pour enfin déposer un signalement de disparition. La police a été envoyée au domicile et a commencé à chercher Charlie peu après minuit. Après que les autorités ont fouillé la maison de ville où Charlie vivait avec sa famille et qu'elles n'ont trouvé aucune trace de lui, elles ont alors commencé à chercher dans les environs. Après plusieurs jours de recherche, ils n'avaient trouvé aucune trace du garçon. Et comme c'est souvent le cas, le père de Charlie, Charles, et sa belle-mère, Monique, avec qui il vivait, sont devenus des personnes d'intérêt pour l'enquête. Charles a passé un test au détecteur de mensonges
mais les résultats étaient non concluants. De plus, après la disparition de Charlie le 14 juin, son père, Charles, ainsi que sa mère biologique, Africa, ont lancé des appels émouvants à la télévision pour le retour de leur fils. Bien que le père et la belle-mère de Charlie aient été considérés comme des personnes d'intérêt pour l'enquête, ils n'étaient alors pas suspects. Cependant, ils se sont tous les deux rendus volontairement au commissariat et ont rempli des questionnaires. Pendant que le père et la belle-mère de Charlie étaient au commissariat, la police perquisitionnait aussi leur appartement à la recherche d'indices. Lorsqu'il a parlé à la police, le père de Charlie, Charles, a admis que son fils avait quelques problèmes de comportement avant sa disparition. Il a dit que son fils avait allumé quelques incendies dans le couloir arrière de l'immeuble et qu'il avait essayé de brûler leur maison à 2 reprises. Quand la police a interrogé le père sur ce qui aurait pu pousser son fils de 12 ans à partir, il a expliqué qu'à cause de son comportement inacceptable, il avait dit à Charlie qu'il était sur le point de l'envoyer en école militaire ou en internat. Charles a ajouté que son fils avait déjà fugué il y a 2 ans, mais n'avait disparu que 3 heures avant d'être retrouvé par la police. Il pensait donc que Charlie allait bien. La belle-mère de Charlie, Monique, a aussi déclaré à la police qu'elle avait des difficultés avec lui. Elle a dit que Charlie ne voulait pas l'écouter, ne voulait pas respecter les règles et voulait imposer ses propres règles à la maison. Elle a aussi déclaré à la police que Charlie en avait marre de l'école à la maison et voulait retourner chez sa mère biologique. 10 jours s'étaient écoulés et Charlie avait disparu, sans aucune trace de lui. La police a décidé d'amener des chiens policiers dans l'immeuble où Charlie vivait avec sa famille pour le rechercher à nouveau. Mais encore une fois, rien n'a été trouvé. Puis, le lendemain, le 25 juin, alors que Charles passait à l'émission de Nancy Grace pour parler de son fils disparu, il a soudainement été informé en direct par Nancy Grace que son fils avait été retrouvé dans leur propre sous-sol. Et c'est bien le même endroit qui avait déjà été fouillé plusieurs fois. Charlie, nous recevons des informations selon lesquelles votre fils a été retrouvé dans votre sous-sol. Monsieur? Monsieur, c'est bien vous? Oui, nous recevons des informations selon lesquelles votre fils a été retrouvé vivant. Dans votre sous-sol. Quoi? Oui, c'est ça. Si tu pouvais me passer ce fil très rapidement. Oui, on vient de l'apprendre de... Oui, comment votre fils pourrait-il être vivant dans votre sous-sol? Je n'en ai aucune idée. La police a finalement retrouvé Charlie dans le sous-sol commun de cette maison de ville où il vivait. Pendant qu'ils étaient dans le sous-sol, ils ont constaté que le sous-sol était rempli de cartons, déchets, nourriture, meubles et autres débris. Alors que les agents fouillaient le sous-sol, l'un d'eux avait remarqué une couverture avec de la nourriture dessus. C'est alors qu'il a vu que quelque chose bougeait là-bas. C'était Charlie, et il a été retrouvé vivant et sain et sauf derrière une barricade de fortune. Cependant, il était plutôt maigre et avait des marques sur le haut du corps. Charlie tremblait aussi, il avait faim et portait les mêmes vêtements que lorsqu'il avait disparu. Dans la zone cachée où le garçon avait été barricadé, la police a trouvé de la nourriture et des articles de literie. Un officier a déclaré qu'il était très peu probable que le garçon ait pu se barricader tout seul dans cette partie du sous-sol. Lorsque la police a retrouvé Charlie, elle a également découvert qu'il y avait un tunnel souterrain dans l'immeuble, facilement accessible depuis le sous-sol, qui reliait les autres appartements et menait aussi à l'extérieur du bâtiment. La porte extérieure menant à ce tunnel était normalement verrouillée et fermée. La semaine de la disparition de Charlie, elle était restée ouverte et déverrouillée pour que les résidents sortent leurs ordures jusqu'à la benne. En remontant les escaliers du sous-sol avec les policiers après l'avoir retrouvé, Charlie leur demanda si son père était à la maison. Quand ils lui ont répondu non, il a répondu « Tant mieux ». Et à partir de là, la police a emmené Charlie chez McDonald's pour qu'il mange quelque chose avant de l'emmener à l'hôpital pour enfants afin qu'il soit examiné. L'histoire ne tenait pas debout pour moi. Ensuite, nous l'avons reçu, mais je voulais quand même aider à retrouver le garçon, peu importe ce qui s'était passé. Nous l'avons remis à l'antenne, le père est revenu. Avant qu'on ne lui donne la parole, ma productrice me dit « Je dois te dire quelque chose ». J'ai répondu « Quoi ?» Et elle me dit qu'il pense que le garçon a été retrouvé vivant dans la cave du père.
ce qui bien sûr n'a absolument aucun sens. Depuis, voici ce que j'ai appris. Il y a une série de couloirs interconnectés, des passages entre les maisons de ville, et il pense que le garçon a peut-être utilisé ceux-là. Voici ce que nous avons appris d'autre. La police de Détroit nous dit qu'il y avait une barricade construite avec des fûts très lourds et des caisses, et il ne pense pas qu'un enfant aurait pu construire cela. Je sais que le père a eu un test polygraphique non concluant et que la belle-mère a refusé d'en passer un. Est-ce que cela signifie forcément qu'ils sont impliqués? Non, parce qu'ils disent qu'ils avaient le sentiment d'être considérés comme des suspects au début. Vous savez, toute son histoire est truffée d'incohérences. Mais quand je l'ai vu hier soir après notre émission, il pleurait et serrait les journalistes dans ses bras, disant qu'il voulait voir son fils, il veut voir son fils. Pour moi, il n'a pas l'air d'un homme coupable. Quand les enquêteurs ont interrogé Charlie, il a raconté qu'il y a 11 jours, le jour de sa disparition, sa belle-mère Monique l'avait accusé d'avoir écourté sa routine d'exercice. Cela l'avait contrarié, alors elle l'avait emmené au sous-sol dans un coin dégagé derrière toutes les boîtes. Et lorsque la belle-mère a parlé à la police, elle leur avait en fait montré des photos du vélo elliptique de la famille prises de ce jour-là, et on voyait que Charlie n'avait fait que 3008 pas alors qu'il était censé en faire 4000. Charlie a ensuite raconté aux policiers que sa belle-mère l'avait caché au sous-sol et lui avait dit de rester silencieux. « Ne fais aucun bruit, quoi que tu entendes », lui avait-elle dit. Monique n'avait même pas laissé de nourriture ou de boisson à Charlie. Et Charlie a dit qu'après qu'elle l'ait caché là-bas, il pouvait l'entendre appeler son père au téléphone et dire à son père qu'il avait disparu. Et non seulement Monique n'avait pas laissé de nourriture à Charlie dans le sous-sol, mais pendant les 11 jours entiers, personne ne lui a apporté de nourriture. Charlie a déclaré à la police qu'il s'échappait la nuit pour entrer discrètement dans l'appartement familial, voler nourriture et boissons et utiliser la salle de bain. Il a expliqué être resté silencieux lors de la précédente fouille du sous-sol par la police, par crainte qu'il croie Monique plutôt que lui. Monique avait aussi menacé Charlie, disant qu'elle pouvait le tuer sans que personne ne le sache, car il faisait l'école à la maison. Lorsque Charlie a été amené à l'hôpital pour enfants du Michigan après avoir été retrouvé, un médecin a remarqué une cicatrice en demi-cercle sur sa poitrine. Charlie a raconté au médecin qu'il avait eu cette cicatrice lorsque son père, Charles, avait pris un tuyau en PVC et le lui avait enfoncé dans le corps, puis l'avait tourné. Il avait aussi de vieilles cicatrices que sur les fesses, causées par le même tuyau en PVC. Charlie a précisé que cela remontait à environ 2 mois avant sa disparition. Le garçon de 12 ans a dit que la maison où il vivait avec son père et sa belle-mère était terrible. On attendait de lui la perfection, sans lui laisser de marge de manœuvre. Lors de la fouille de l'appartement où Charlie vivait avec son père et sa belle-mère, la police avait effectivement trouvé un tuyau en PVC sur lequel il y avait du sang. Cependant, ils n'ont pas pu déterminer à qui appartenait ce sang. Ils ont aussi trouvé plusieurs vêtements de Charlie tachés de sang. Charlie a également déclaré que lorsqu'il s'était enfui auparavant, alors qu'il n'avait disparu que depuis environ 3 heures, après avoir été renvoyé chez lui avec son père, Charles avait obligé Charlie à s'allonger sur la table de la salle à manger, puis il l'avait frappé avec un bâton ainsi qu'avec le tuyau en PVC. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'il était frappé par son père, c'était avec ce tuyau. Il a dit qu'il était frappé sur tout le corps, la tête, les fesses, les pieds, le dos. Mais quand la police a reparlé à Charles, il a nié avoir maltraité son fils. Il a expliqué que le sang trouvé sur de nombreux vêtements de Charlie provenait de son eczéma, car il se grattait souvent jusqu'à saigner. En plus des coups de tuyau, le garçon a déclaré que son père le frappait parfois avec les poings et l'étranglait aussi. Et parfois, sa punition consistait à rester debout dans un coin pendant des heures, les bras levés en l'air, et il n'avait pas le droit de les baisser, sinon il devait tout recommencer. Le garçon de 12 ans n'avait pas d'amis car son père et sa belle-mère ne le laissaient jamais sortir. N'allant pas à l'école, il ne connaissait personne. Il a dit que la seule fois où il avait vraiment été autorisé à quitter la maison, c'était lorsqu'il accompagnait sa belle-mère Monique pour déposer son petit frère à l'école ou lorsqu'il l'accompagnait faire les courses. Charlie a également raconté en détail à la police sa routine quotidienne d'entraînement qui commençait par un shake protéiné vers 5 heures du matin sous la supervision de son père. 2 fois par jour, tous les jours. Charlie a dit qu'il avait été forcé de faire des séances d'entraînement qui consistaient en 100 pompes, 200 abdos, 100 sauts écartés, 25 flexions de chaque bras avec un poids de 25 livres et 1000 tours sur le vélo elliptique.
Et s'il n'avait pas terminé cette séance d'entraînement en 1 heure, il était obligé de la refaire après avoir été battu. Charlie a aussi déclaré à la police que son père le frappait et que Monique lui donnait parfois des coups de poing. Les choses étaient devenues tellement graves à la maison qu'en mai 2013, Charlie a déclaré qu'il s'était ouvert les poignets dans une tentative de mettre fin à ses jours. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait jamais rien dit à sa mère biologique sur ce qui se passait chez son père, Charlie a répondu que c'était parce qu'il pensait que cela ne changerait rien. Charlie serait sorti de l'hôpital seulement un jour après que la police l'ait retrouvé dans le sous-sol. Il est ensuite allé vivre chez sa mère biologique, qui obtiendra plus tard sa garde légale. Au même moment, la belle-mère de Charlie, Monique, a été arrêtée pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle. Lors de leur précédente fouille, ils avaient trouvé une arme de poing que Monique, alors en liberté conditionnelle, n'avait pas le droit de posséder. Charles paya la caution de Monique quelques jours plus tard, la faisant sortir de prison. Personne n'avait encore été inculpé concernant les mauvais traitements envers Charlie. Peu après la libération sous caution de Monique, l'État a voulu retirer les droits parentaux de Monique et Charles sur Charlie et ses 2 frères et sœurs, retirés par les services de logements sociaux quelques jours après la découverte de Charlie dans le sous-sol. Les droits parentaux de Monique et Charles ont finalement été retirés. Cependant, ils ont obtenu des visites supervisées avec leurs enfants, à l'exception de Charlie. La grand-mère de Charlie a dit aux enquêteurs que la dernière fois qu'elle avait vu son petit-fils, il était très maigre, ressemblant à un patient atteint de cancer. Il avait des marques partout sur les bras et la poitrine. Finalement, en avril 2015, Charles et Monique ont tous les deux été arrêtés et inculpés de torture, ainsi que de maltraitance d'enfants au second degré. Et ils ont été placés en détention avec une caution fixée à 50 000 $ chacun. Cependant, l'accusation de torture, qui aurait pu entraîner une peine de prison à vie pour le couple, a ensuite été abandonnée par les tribunaux. Même s'il était assez évident que Charlie avait été maltraité par son père et sa belle-mère, les voisins de la famille pensaient que lorsque Charlie avait disparu, il s'était en réalité simplement enfui de chez ses parents. Ils supposaient que Charlie utilisait le tunnel dans le sous-sol pour aller et venir à sa guise. Un voisin a même déclaré qu'il avait aperçu le préadolescent dehors en train de jouer au basket pendant l'un des jours où la police et ses parents le cherchaient. Même si je ne comprends pas comment personne d'autre ne l'a vu. Donc, théoriquement, Charlie aurait pu quitter le sous-sol pendant la journée, puis revenir et y dormir la nuit. Ce qui expliquerait pourquoi ni le FBI ni leur chien de recherche n'ont pu trouver Charlie lorsqu'ils avaient fouillé le sous-sol à 2 reprises auparavant. Et Charles continuait de nier avoir jamais fait de mal à son fils. Il a donc décidé de ne pas plaider coupable, car il savait qu'il était innocent et il voulait que l'affaire soit jugée. Toute l'histoire a été montée en épingle dans le monde entier sur le fait que j'aurais, soi-disant, vous savez, battu mon fils à sang et que j'avais ce bâton en plastique, vous savez, ce bâton en plastique ensanglanté qu'ils ont exhibé devant les médias. C'était un mensonge. Il n'y a pas de bâton en plastique ensanglanté. Charlie Bottel, le 4e, a présenté au Conseil de révision des familles d'accueil des preuves de la police d'État, démontrant que certaines accusations contre lui étaient fausses. C'est juste décevant pour moi que, vous savez, il y ait un agent des services sociaux, un employé de l'État, vous voyez, qui est censé veiller sur tout ça, pour que des enfants inventent ça pour raconter un mensonge aussi flagrant et que mes enfants ne me soient toujours pas rendus. Vous savez que je n'ai toujours pas la garde complète et la responsabilité totale de mes enfants. J'ai appris que les accusations de torture contre Bottel et Monique Dillard ont été abandonnées il y a 1 mois. Bottel se bat pour obtenir la garde de son bébé et de son fils de 5 ans, Luc, qui est autiste. Il me dit que Luc a régressé depuis qu'il est en famille d'accueil. Vous savez, mon fils Luc avait commencé à faire des vocalisations intentionnelles et il a maintenant régressé par rapport aux capacités de parole qu'il avait acquises avant d'être retiré de notre foyer. Et tous les experts disent qu'en conséquence directe du fait qu'il n'a pas reçu les services dont il avait besoin, il ne pourra probablement jamais parler. À partir d'ici, la commission d'examen fera une recommandation, tout comme les services sociaux. Ils transmettront cela à un juge qui prendra une décision à un moment donné. Bottel et sa femme doivent aussi répondre à une accusation de maltraitance d'enfants, passible de 10 ans de prison, et il se bat aussi pour blanchir son nom. Il n'était coupable ni de torture ni de maltraitance d'enfants. Et l'avocat de Charles disait que le fils de son client, Charlie, était un menteur. Et il avait seulement inventé l'histoire d'être resté dans la cave pendant 11 jours, parce qu'en réalité, il voulait s'enfuir et aller vivre avec sa mère à la place. Peut-être qu'il est maltraité chez lui, alors tu lui en veux ? L'avocate de Charles a souligné l'absence de serrure sur les portes de la cave, des salles de bain et du réfrigérateur.
Donc Charles aurait pu quitter librement la cave à tout moment, a-t-il affirmé. La défense a également déclaré que non seulement Charles inventait le fait qu'il avait vécu dans la cave pendant 11 jours, mais qu'il inventait aussi toutes les allégations de maltraitance. Ils ont demandé si Charles avait été maltraité, pourquoi ne l'avait-il dit à aucun autre membre de sa famille? Et Charles a reconnu qu'en effet, il n'avait pas parlé de ses mauvais traitements à d'autres personnes, mais il a affirmé qu'il ne mentait pas à ce sujet. L'avocate de la défense a également révélé une déclaration écrite par Charles en 2014. Elle disait qu'il avait lavé la vaisselle avec une éponge qui avait été exposée à de l'eau de Javel afin de rendre sa famille malade. Ainsi, il pourrait retourner chez sa mère. Charles a précisé que ces mots étaient de sa belle-mère, pas de lui, et qu'il n'a jamais voulu rendre quelqu'un malade. Le garçon, aujourd'hui âgé de 13 ans, a témoigné à la barre. Peut-on comprendre que Charles utilisait rarement les mots « père » ou « papa » au tribunal? C'est exact. Le petit Charles appelait principalement son père Charles Bass le quatrième et il évitait même de le regarder. Le petit Charles a dit que vivre avec son père et sa belle-mère était si déprimant qu'il avait tenté de se suicider. Tu sortais parfois avec des amis? Non. Pourquoi pas? Pourquoi cela n'est-il pas arrivé? Je ne sortais dehors que si on me l'autorisait. On m'a dit de m'allonger sur la table de la salle à manger, et j'ai essentiellement reçu une fessée. Avec quoi? N'importe quoi. Un bâton en bois pour faire office de ceinture, puis un tuyau en PVC en plastique. Tout en même temps? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parfois, elle me donnait des coups de poing, et une fois, j'ai été étranglé. Par elle ou par quelqu'un d'autre? Elle. Pouvez-vous nous dire où vous aviez des blessures? Sur mes fesses, Comment savez-vous qu'il y avait une blessure? Que s'est-il passé? Parce que la peau était fendue. Comment le savez-vous? Je pouvais le sentir et je l'ai vu avant. D'accord. Que se passerait-il si la peau était ouverte? Si vous pouvez nous le dire. Ça saignerait. Et même si Charles, le père de Charlie, avait l'intention d'aller jusqu'au procès parce qu'il savait qu'il était innocent, il a commencé à manquer de fonds pour sa défense juridique. Donc, en janvier 2016, lors d'une audience au tribunal, Charles Bothwell a admis avoir frappé son fils avec un tuyau en PVC et il a plaidé coupable de maltraitance d'enfants au 4e degré. Il a plaidé coupable en échange de l'abandon de l'accusation de maltraitance d'enfants au 2e degré. Charles a ensuite été condamné à 18 mois de mise à l'épreuve. Il a aussi été condamné à suivre des cours de gestion de la colère et à éviter tout contact avec son fils Charlie. Monique Dillard-Boswell avait déjà accepté un accord de plaider coupable. Les détails de son accord de plaider coupable restent confidentiels. Il a été dit que si elle n'avait pas de problème juridique pendant 6 mois, son casier serait effacé. À ce jour, Charlie a 22 ans et est dans une relation sérieuse. Il semble aller bien et paraît heureux. Merci d'avoir écouté l'histoire de Charlie aujourd'hui. Pour moi, il semble que Charlie s'est effectivement enfui, mais c'était uniquement à cause de toutes les maltraitances qu'il subissait de la part de son père et de sa belle-mère. Il a pu sortir de sa cachette dans le sous-sol la nuit pour aller aux toilettes et prendre de la nourriture. Qui peut affirmer qu'il n'allait et venait à sa guise pendant la journée, comme l'ont mentionné les voisins? Mais même si le père et la belle-mère de Charlie ne sont pas responsables de sa disparition, ils sont responsables du traitement cruel qu'il a subi, ce qui l'a poussé à s'enfuir au départ. Et je parle au père pour essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ils ont amené l'enfant à l'hôpital. L'infirmière des urgences, Sherry Ray, était stupéfaite de l'état de l'enfant à son arrivée en janvier 2019. À quel point est-il inhabituel aux urgences de Lawrenceburg de voir un nourrisson de 10 semaines avec des yeux au beurre noir? Très inhabituel à cet âge. La petite Adeline est née le 9 novembre 2018. Ses parents étaient Brooklyn Tidwell et Michael Fisher. La famille vivait dans le comté de Lawrence, dans le Tennessee. Et même si la petite Adeline était née avec 6 semaines d'avance et pesait moins de 5 livres, elle était tout de même très heureuse et en bonne santé. Adeline n'avait que 4 jours lorsqu'elle a commencé à vivre une partie du temps chez sa grande-tante et son grand-oncle, Tara et Trevor Woodard. Au début, ils ne faisaient que garder Adeline, mais très vite, ils l'ont gardée plusieurs jours d'affilée, car apparemment ses parents ne voulaient tout simplement pas s'occuper de leur nouveau-né. La tante d'Adeline, Tara, l'emmenait à ses rendez-vous chez le médecin, lui achetait de nouveaux vêtements, se levait avec elle au milieu de la nuit, faisait en somme tout ce que des parents devraient faire. Et comme Tara et Trevor n'ont jamais pu avoir d'enfants eux-mêmes, Adeline était une bénédiction pour eux.
elle a complété leur famille. Comme la santé et la sécurité d'Adeline étaient la priorité de sa tante et de son oncle, quand ses parents leur ont demandé de la prendre un week-end, ils leur ont dit qu'il valait mieux qu'elle reste avec eux parce qu'ils étaient tous les deux très malades. Ils pensaient faire ce qu'il fallait en n'exposant pas le bébé aux microbes. Mais ils allaient vite regretter cette décision car, dès le lendemain, le 26 janvier 2018, Tara a reçu un appel téléphonique de la mère d'Adeline, Brooklyn. Quand Tara a répondu au téléphone, elle a remarqué que Brooklyn avait l'air inquiète. Puis elle lui a dit qu'elle devait se rendre à l'hôpital pour enfants Vanderbilt le plus vite possible. Brooklyn lui a dit qu'elle était là avec Adeline et n'était pas sûre que la petite fille allait s'en sortir. Donc, peu de temps avant cet appel, les parents d'Adeline l'avaient emmenée en urgence au centre médical régional du sud du Tennessee avec de multiples blessures graves. Ils disaient au personnel médical qu'elle était tombée. Elle avait 10 semaines. Plus tard, Michael aurait déclaré au personnel qu'il portait en fait Adeline et qu'il était tombé sur elle. Mais quand les médecins et infirmières ont examiné la petite Adeline, ils ont compris que ce n'était pas un accident. Elle était couverte de sang, souffrait d'une blessure à la tête, de 9 côtes cassées, de bras fracturés, d'hémorragie interne, d'un gonflement du cerveau, d'hémorragie cérébrale et elle avait des ecchymoses sur tout le corps. En raison de la gravité de ses blessures, Adeline a été transportée en hélicoptère au centre médical universitaire Vanderbilt. Le bébé était dans un état critique et les médecins ne pensaient même pas qu'elle passerait la nuit. Elle avait subi des violences si graves qu'elle était au bord de la mort. Mais Adeline a finalement survécu à la nuit. Même si elle avait désormais besoin d'un respirateur pour respirer, elle avait des caillots sanguins dans tout le corps. Elle a perdu la vue et a commencé à avoir des crises dues au gonflement de son cerveau. Donc, la petite fille de moins de 3 mois a dû être placée dans un coma artificiel pour que le gonflement de son cerveau diminue. Les médecins ne pensaient pas qu'il y avait la moindre chance que ce bébé survive à toutes les blessures horribles qu'elle avait subies. Le personnel de l'hôpital n'avait pas oublié les histoires très suspectes que les parents d'Adeline leur avaient racontées, et ils ont contacté les forces de l'ordre. Et par la suite, le service de police de Lawrenceburg a commencé son enquête. Les 2 parents d'Adeline, Michael et Brooklyn, ont été arrêtés. Brooklyn Tidwell, 27 ans, a été inculpée de négligence aggravée envers un enfant et détenue sous caution de $50 000. Cela venait du fait qu'elle n'avait pas rapidement cherché des soins pour Adeline. Et Michael Fisher, âgé de 34 ans, a été inculpé de maltraitance aggravée sur enfant, ainsi que de tentative de meurtre au premier degré. Il s'est vu fixer une caution de $500 000 et tous 2 ont été détenus à la prison du comté de Lawrence. Immédiatement après l'incident, la tante et l'oncle d'Adeline, Tara et Trevor, ont entrepris des démarches pour obtenir la garde temporaire d'urgence de la petite fille. Tara était hors d'elle de colère que cela soit arrivé à sa nièce adorée, mais elle se sentait aussi coupable car on lui avait demandé de garder Adeline ce week-end-là, mais elle n'avait pas pu le faire parce qu'elle était malade. Tara pensait que si elle avait gardé Adeline ce week-end-là, alors cela ne serait jamais arrivé. Mais cela serait probablement arrivé à un moment donné, car ce sont les parents qu'elle a. Tara n'a jamais quitté le chevet de la petite Adeline pendant qu'elle était à l'hôpital, même si elle a passé de nombreuses nuits blanches, ne sachant pas si la petite Adeline allait soudainement arrêter de respirer. C'était très incertain pendant un moment de savoir si Adeline allait s'en sortir. Mais chaque jour, Adeline s'améliorait lentement. Elle a commencé à respirer toute seule, puis elle a ouvert les yeux. Bientôt, Adeline a pu bouger ses bras, ses jambes et sa tête. Mais malheureusement, à cause de ses blessures horribles, elle était restée aveugle des 2 yeux et elle avait des lésions cérébrales. On a dit à Tara qu'Adeline ne bougerait ni n'exprimerait d'émotions spontanément et aurait toujours besoin d'un tube pour l'aider à respirer. Adeline allait devoir faire face à une vie entière de problèmes à cause des violences constantes que son père lui avait infligées. Mais après 46 jours à l'hôpital, Adeline montrait suffisamment de progrès pour qu'elle soit autorisée à sortir le 13 mars 2019. Les médecins croyaient qu'Adeline resterait immobile et sans émotion, mais ils se sont trompés. Quelques mois seulement après sa sortie de l'hôpital, Adeline avait réussi à faire les 2 et elle devenait plus forte chaque jour. Elle allait tellement mieux que ce que quiconque avait jamais imaginé. C'est dur, princesse. Tu as le temps de faire des bêtises? Tu as le temps de faire des bêtises? Qu'est-ce que tu... Si tu vas me chanter une chanson, ce serait mieux. Adeline a continué de se battre à chaque étape. Sa vue, gravement endommagée, pourrait désormais se rétablir complètement. 6 mois après l'avoir accueillie à plein temps chez eux, le 20 septembre, Tara et Trevor ont officiellement fait d'Adeline leur fille et l'ont adoptée.
elle est devenue Adeline Woodard. On a découvert que la mère d'Adeline, Brooklyn, avait déjà eu des antécédents avec les services de protection de l'enfance. Auparavant, ils avaient retiré 2 autres enfants de sa garde avant la naissance d'Adeline. Les gens se demandaient pourquoi les services de protection de l'enfance ignoraient que Brooklyn avait eu un autre bébé potentiellement en danger. Mais le fait est que les services de protection de l'enfance ne surveillaient pas les adultes. Donc, ils n'auraient pas su qu'Adeline était née parce que les dossiers de ces 2 autres enfants auraient été clôturés après 6 mois. Donc, ils n'auraient eu aucun moyen de savoir qu'elle avait eu un autre enfant. Personne ne la surveillait. Sauf si quelqu'un a signalé un problème de santé ou de bien-être concernant Adeline, ce qui n'a pas été fait. Le père biologique d'Adeline, Michael, a été jugé en août 2021, le procès ayant été déplacé du comté de Lawrence, dans le Tennessee, au comté de Lincoln, à la demande de l'avocat commis d'office de Michael, en raison de la médiatisation avant le procès. Maintenant, pour le condamner pour tentative de meurtre au premier degré, l'accusation devait convaincre le jury que Michael avait voulu tuer sa petite fille. Le procureur du district dirait que c'était l'une des pires affaires qu'il ait jamais vues en plus de 20 ans comme procureur. À la surprise générale, lors du procès de Michael, il plaiderait coupable du chef de maltraitance aggravé envers un enfant, bien qu'il continue de clamer son innocence concernant la tentative de meurtre au premier degré. Michael a déclaré pour sa défense qu'il n'avait pas voulu tuer Adeline. Il a toutefois reconnu s'être emporté à cause des pleurs constants du bébé, ce qui l'a poussé à l'agresser. Il a déclaré en larmes lors de son témoignage qu'il tenait le bébé dans ses bras lorsqu'il a trébuché et est tombé. Adeline a commencé à pleurer et cela l'a mis en colère. Alors il a frappé le nourrisson 2 ou 3 fois à la tête. Il l'a aussi secoué, l'a cogné contre sa poitrine et l'a jeté contre le canapé. Pendant son témoignage, Michael a même dit qu'Adeline l'avait regardé comme pour dire « Pourquoi tu fais ça ?» Mais il a quand même continué. L'infirmière des urgences ayant soigné Adeline a aussi témoigné au procès de Michael. Elle a dit avoir été stupéfaite par l'état du bébé à l'hôpital, précisant qu'il était très rare qu'un nourrisson ait un œil au beurre noir, quelle qu'en soit la cause. Elle s'est donc immédiatement méfiée des parents. Tara Woodard, la nouvelle maman d'Adeline, a dit au jury que la vie reste difficile pour Adeline, aveugle et sujette à des crises d'épilepsie constantes. Elle a dit que la petite fille a des problèmes respiratoires et que si une trachéotomie devenait nécessaire mais ne fonctionnait pas, elle perdrait sa petite fille. Tara a dit « Dieu l'a déjà sauvée et peut encore le faire. Mais combien de temps vivra-t-elle pour fêter ses 5 ou 10 ans ?» Un médecin qui témoignait au procès a dit qu'Adeline ne pourrait jamais mener une vie pleine et entière. Elle était si fragile qu'on craignait qu'elle ne succombe à ses blessures dans l'année et meure. Après 2 heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité pour tentative de meurtre au premier degré. Il croyait que Michael avait voulu tuer sa fille et que ses actes étaient prémédités. La juge a alors condamné Michael Fisher à purger une peine de 25 ans pour chacune de ses accusations. Ces 2 peines de 25 ans devaient être purgées consécutivement, sans possibilité de libération conditionnelle. Dieu l'a déjà sauvée une fois et Dieu peut la sauver à nouveau. Mais savons-nous combien de temps elle pourra vivre, vous savez, pour voir son 5e anniversaire, son 10e anniversaire? Je veux dire, on ne le sait pas. Ce qui est arrivé à Adeline est une tragédie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la personne responsable de ces blessures est assise juste là. Michael Fisher. Le père biologique d'Adeline, Michael Fisher, a plaidé coupable de maltraitance aggravée envers un enfant. Il a déclaré au procès s'être énervé à cause des pleurs et avoir frappé Adeline, tout en niant vouloir la tuer. Le jury n'a pas cru Fisher et l'a reconnu coupable de tentative de meurtre au premier degré. Le juge rendra sa sentence, Fisher risquant jusqu'à 50 ans de prison pour ces 2 crimes. Il doit vivre chaque jour au pénitencier. Le jour du jugement viendra. Et il aura ce qu'il mérite. La justice est rendue pour Adeline et Woodard, avertit ceux tentés de nuire à un enfant qui pleure. Laissez-les pleurer. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas et ne levez pas la main sur un enfant. Cet enfant est innocent. Peu de temps après son arrestation, la mère d'Adeline, Brooklyn, a payé sa caution de $50 000. Brooklyn Tidwell a quitté la prison du comté de Lawrence hier après avoir payé sa caution. Cette affaire a suscité beaucoup d'attention du public et d'indignation. Tidwell s'entretient à présent avec Nick Barris de News Channel 5 au 5 Alert Center. Nick, qu'a-t-elle déclaré? Oui, Amy, nous avons cette interview exclusive. J'ai parlé avec Tidwell par téléphone et entre autres choses, elle me dit en ce moment qu'elle reçoit énormément de menaces de mort, d'accord, alors que cette affaire progresse. Tidwell est accusé de négligence aggravée envers sa fille Adeline. Tu as raison, beaucoup de gens suivent cette histoire.
En janvier, l'enfant a été hospitalisé en urgence avec des blessures mettant sa vie en danger après un passage à tabac, selon la police. Les photos montrent qu'elle s'est bien rétablie. Le père d'Adeline, Michael Fisher, est accusé de tentative d'homicide. Tidwell m'a dit qu'elle n'avait rien à voir avec les violences, qu'elle dormait et ne savait pas que cela se produisait. Elle dit aussi qu'elle contestera les accusations criminelles et qu'elle veut rétablir sa réputation. Et il y a ceci. Tidwell dit qu'elle espère aussi pouvoir un jour retrouver sa fille et être avec elle. Mais quelques mois plus tard, elle a encore été arrêtée pour vol à l'étalage. Brooklyn devait être jugée en décembre 2021 pour le chef d'accusation de négligence aggravée envers un enfant. Cependant, un mois avant le début prévu de son procès, elle a accepté un accord de plaider coupable. Cet accord ne lui a valu que 3 ans de mise à l'épreuve. Ensuite, elle a accepté un plaidoyer conclu dans son intérêt pour l'accusation de vol avec violence et elle a écopé de 6 ans de mise à l'épreuve, sans peine de prison. Mais ensuite, en mai 2022, elle a de nouveau été arrêtée, cette fois pour possession de drogue et de matériel lié à la drogue. Et comme elle faisait l'objet d'une mise à l'épreuve, le juge a ordonné qu'elle purge en prison les 9 années prévues. Tara a dit que c'est un immense soulagement qu'elle ait été condamnée à 9 ans de prison et que c'est plus de justice pour Adeline. Michael et Brooklyn ont également l'interdiction d'entrer en contact avec Adeline à nouveau. Lorsque la nouvelle de l'hospitalisation d'Adeline s'est répandue, les Woodard ont reçu énormément de soutien sous forme de cartes et de lettres venant de tout le pays ainsi que du monde entier. Ils ont aussi reçu beaucoup de soutien de leur communauté à Mount Pleasant. Ils ont organisé un repas autour d'un chili et vendu t-shirts et autocollants pour collecter des fonds pour les frais médicaux d'Adeline et d'autres dépenses éventuelles. Le soir du premier anniversaire d'Adeline, après la fin de sa fête licorne, elle a assisté au Southern Fall Brawl Demolition Derby avec ses parents. L'événement a bénéficié à plusieurs organisations dédiées à l'aide aux enfants victimes d'abus. Ce soir-là, Adeline a été applaudie devant une grande foule pour son parcours. Pour son premier anniversaire, le centre de plaidoyer lui a offert un grand panier cadeau à emporter chez elle. Un ami de Tara et Trevor, qui conduisait aussi ce soir-là, a dédié sa course à Adeline. Il avait des autocollants Adeline Strong partout sur sa voiture, ainsi qu'une grande photo d'elle sur le toit. Cette gentille fille va maintenant bien. Elle a une famille merveilleuse et aimante, et elle va à l'école. Adeline a fait beaucoup de progrès. Elle peut maintenant bouger ses jambes, montrer ses émotions et faire savoir à ses parents ce dont elle a besoin. Sa personnalité rayonne chaque jour, même si elle ne peut toujours pas marcher ni parler. Les nouveaux parents d'Adeline espèrent que sa vue reviendra un jour, mais il y a déjà eu de nettes améliorations. Et même si Adeline ne peut pas voir clairement ses parents, ses yeux perçoivent des lumières, des mouvements et certains objets. Et même si la petite fille continue d'avoir des crises tous les jours, il y en a moins qu'avant. La petite Adeline, 5 ans, adore l'eau, assister aux courses de voiture de son père, écouter de la musique, aller à l'école et être câlinée. Mais Adeline déteste quand il fait trop calme et que personne ne lui parle. Elle adore qu'on s'occupe d'elle, elle a beaucoup de caractère et elle est très sociable. La petite fille a même participé à quelques concours de beauté et elle adore partir en vacances avec sa famille. Tara essaie d'offrir à Adeline la vie la plus normale possible. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire d'Adeline aujourd'hui. Je suis tellement heureuse que cette petite fille ait survécu à toutes ces horribles blessures et qu'elle aille maintenant beaucoup mieux que ce que les médecins avaient prévu. En plus de cela, elle semble avoir un foyer plein d'amour. Mais c'est quand même triste de savoir qu'elle ne pourra jamais mener une vie normale à cause de ces monstres qui l'ont maltraitée et négligée. Tout ça parce qu'ils n'ont pas su gérer leur nouveau-né quelques jours. Stephen Bryan de Mooresville n'a pas été vu depuis le 15 juin 2022 lorsque son père biologique devait lui rendre visite. Ils ont simplement pris Stéphane et sont partis. Il y avait un problème de garde. Stephen Bryan est né le 17 avril 2019 de ses parents, Deborah et Tyler Bryan. C'était un garçon actif et joueur vivant à Mooresville, Indiana. Les parents de Stephen, Deborah et Tyler avaient commencé à sortir ensemble très jeunes et ils s'étaient remariés en juin 2016. Cependant, leur relation s'est terminée en 2021 en raison de disputes domestiques et de violences. Cependant, les forces de l'ordre n'étaient intervenues qu'une seule fois, d'après les dossiers. En janvier 2021, le père de Stephen, Tyler, a été inculpé de violences domestiques, de menaces de commettre un crime avec violence et de violences domestiques en présence d'un enfant.
Cela est survenu après que Tyler aurait menacé de tirer sur sa femme et l'aurait frappé devant leur fils. Et lorsque la police est arrivée à la maison ce jour-là, Deborah avait été retrouvée cachée chez un voisin. La mère de Stephen, Deborah, a déclaré aux agents que Tyler l'avait menacée avec une arme à feu. Quand elle a emmené Stephen, il l'a poursuivie et l'a attaquée en pleine rue alors qu'elle tenait toujours Stephen dans ses bras. Elle a affirmé que Tyler l'avait frappé 4 ou 5 fois au visage avec le poing fermé. La police a alors noté une coupure au-dessus du sourcil et des rougeurs sur les joues. Lorsque les autorités ont voulu placer Tyler en garde à vue, il a refusé de sortir. Il a finalement été arrêté. Toutefois, les accusations contre Tyler ont été abandonnées après un accord de plaidé coupable et une ordonnance d'interdiction de contact. L'ordonnance d'interdiction de contact a également été levée par la suite. La mère de Tyler, Sheila Bryan, dirait que son fils n'avait accepté cet accord de plaidoyer que pour en finir et pouvoir revoir son fils. On disait donc que Deborah était terrifiée par Tyler à cause de cet incident et d'autres moments où il l'avait menacée de lui faire du mal et de la tuer. Cependant, la famille de Tyler nie fermement que Deborah ait jamais eu peur de lui ou qu'il lui ait jamais fait de mal. En fait, la mère de Tyler, Sheila, affirme que Deborah était en réalité la personne violente et dominatrice dans leur couple. Mais quoi qu'il en soit, en 2021, le couple a demandé le divorce. Ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas Deborah qui a déposé la demande de divorce. C'est en réalité Tyler qui a déposé la demande de dissolution du mariage le 30 mars 2021. Pour une raison quelconque, cependant, l'oncle de Debbie affirme que c'est Debbie qui a demandé le divorce parce qu'elle ne supportait plus les violences et qu'elle voulait protéger Steven. D'après les dossiers du tribunal, c'est Tyler qui a fait la demande. Après la séparation des parents de Steven, ils n'ont pas pu s'entendre sur la garde de leur fils et ont saisi le tribunal. À ce moment, Deborah a refusé que Tyler voie leur fils car il n'avait pas passé le test de dépistage exigé par le tribunal. Mais en octobre 2021, Tyler a finalement passé ce test de dépistage de drogue et le résultat est revenu négatif. Il a alors été autorisé à rendre visite à son fils Steven sous supervision. Et puis en juin 2022, Tyler a même obtenu le droit de rendre visite à Steven sans supervision. Cependant, Deborah a refusé de confier le petit garçon à son père. Donc, le 5 juillet, Tyler a déposé une requête d'urgence pour un changement de garde puisque son ex-femme violait directement l'ordonnance du tribunal. Après que Debbie ne se soit pas présentée à cette audience, Tyler a obtenu une ordonnance lui accordant la garde légale temporaire de Steven. Mais le 18 juillet 2022, Tyler a dû contacter le service de police de Mooresville et leur demander de l'aide pour récupérer son fils parce que Debbie refusait toujours de laisser Tyler prendre Steven. Mais les agents n'ont pas non plus réussi à localiser l'enfant et sa mère, Deborah. La police a vite découvert que Deborah voyait un nouvel homme, Caleb Blevins. Le même jour où Steven avait été signalé disparu, le service de police de Mooresville a reçu un appel téléphonique d'une femme nommée Abigail Kenworthy qui a signalé la disparition de son ex-mari et père de son enfant, Caleb Blevins. Cela s'est produit après que Caleb ne se soit pas présenté au travail ce jour-là, ni pour passer du temps avec leur enfant, ce qui était très inhabituel de sa part. Ainsi, 2 alertes pour personnes disparues ont été émises pour Steven et Caleb. Le service de police de Mooresville a alors commencé ses recherches pour retrouver Steven, Caleb et Deborah. Et après n'avoir pu localiser aucun d'eux pendant 30 jours, une alerte Silver a alors été lancée. Les détectives ont aussi demandé un mandat d'arrêt contre Deborah Bryan pour soustraction d'enfants, pensant que Steven et Caleb étaient avec elle. La police a diffusé leurs photos et la description du SUV Toyota RAV4 argenté de 2020, dans lequel Steven avait été vu pour la dernière fois avec Caleb. Les enquêteurs allaient découvrir que Debbie avait juste quitté son travail où elle était depuis 10 ans. Elle avait également fermé ses comptes bancaires et désactivé les téléphones portables d'elle et de Caleb. Steven est resté introuvable pendant des mois. Puis, en 2023, les efforts ont été renouvelés pour tenter de retrouver le petit garçon. Puis, en juillet 2024, les détectives ont reçu un tuyau concernant l'endroit où Steven et les 2 adultes pourraient bien se trouver. Ainsi, ils ont alors commencé à surveiller une maison située au niveau du numéro 8300 de North Fox Hollow Road à Bloomington, dans l'Indiana, qui se trouvait à environ 35 miles de l'endroit où vivait le père de Tyler. Cette maison appartenait à un membre de la famille de Deborah, sans préciser lequel. En 4 jours de surveillance, les autorités ont recueilli assez d'informations pour être presque sûrs que Deborah, Caleb et Steven étaient dans la maison. Quand ils ont confirmé que les 3 étaient à l'intérieur, la police a frappé à la porte sans réponse,
mais savait que quelqu'un était là. Les autorités ont encerclé la maison et obtenu un mandat de perquisition. Une négociatrice spécialisée dans les prises d'otages a également été appelée, et cette négociatrice a réussi à convaincre Caleb Blevins et Deborah Bryan de sortir de la maison sans incident. La police est ensuite entrée à l'intérieur, où ils ont trouvé Stephen Bryan, qui avait maintenant 5 ans, et il avait l'air en bonne santé et totalement indemne. Deborah a été placée en garde à vue selon son mandat d'arrêt et détenue sous caution de $1000. Caleb a seulement été interrogé par la police, puis relâché. Cependant, cela n'exclut pas la possibilité qu'ils engagent des poursuites contre lui à l'avenir s'ils découvrent qu'il aidait Deborah à cacher Stephen. Stephen a été examiné dans un hôpital local et interrogé par la police avant d'être confié au service de protection de l'enfance. À partir de là, Stephen allait enfin être réuni avec son père Tyler. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir si des membres de la famille de Deborah ont aidé Deborah, Caleb et Stephen à se cacher. Et ils sont prêts à engager des poursuites contre l'un d'eux, ou tous. Mais alors que beaucoup célébraient le fait que Stephen ait été retrouvé, la famille de Deborah a déclaré que ce n'était en rien un moment joyeux. L'oncle de Deborah, Tom Cash, a déclaré que sa nièce avait toujours été une mère aimante et dévouée, qui ne se souciait que de la sécurité de son fils. Il a dit que c'était la seule raison pour laquelle elle avait totalement coupé contact avec Tyler. La famille de Debbie ne croit pas que Tyler se souciait réellement de l'endroit où se trouvait son fils pendant sa disparition. Il se souciait seulement de ne plus avoir de contrôle sur Deborah. Selon l'oncle de Debbie, elle avait passé des mois à élaborer un plan pour s'éloigner de son mari et elle avait dormi à côté de Stephen chaque nuit par peur pour sa sécurité. Tom Cash a même dit « Honnêtement, c'est vraiment la pire situation pour voir son enfant pris en charge par les services de protection de l'enfance, mais j'espère qu'ils le garderont sous leur garde avant de le rendre à Tyler. » Il a dit qu'il craint que le petit garçon de 5 ans vive maintenant dans un endroit dangereux et qu'il ne devienne qu'une statistique de plus. Tom a également affirmé que Debbie avait plusieurs enregistrements vidéo qu'elle a essayé de soumettre au tribunal, mais qu'ils ne l'ont pas laissé les présenter comme preuve pendant la bataille pour la garde. Apparemment, Deborah avait commencé à enregistrer sur son téléphone chaque fois qu'elle se sentait en situation dangereuse avec Tyler. De nombreux enregistrements inquiétèrent sa famille pour la sécurité de Stephen. Dans une vidéo, Tyler dit à Deborah qu'il va la tuer puis prendre leur fils. « Prends le putain de fils de ta mère. » Tu es quoi? J'ai dit, tu ferais mieux d'espérer qu'aucune putain de folle ne descende comme une putain si tu prends mon putain de fils. Ouais. Tu vas mourir. Le fils d'une mère folle dira, maman, ta mère a disparu. Ouais, d'accord. Tu ferais mieux de prier pour que ça n'arrive pas, mec. Ouais, et tu iras en prison. Dans un deuxième extrait, qui est principalement audio, Deborah et Tyler sont dans la voiture en train d'écouter de la musique. Et on peut entendre Tyler dire « Je n'aime pas les gens en général, je n'aime pas ». Il a continué. Que tu sois une mère, un père, un frère, un cousin ou une sœur. Je m'en fous, je ne t'aime pas, je n'aime pas. Je dois juste te supporter. Un long silence s'ensuivit avant qu'il n'ajoute. Tu devrais me connaître maintenant. C'est la seule musique que j'écoute. Tu m'entends écouter de la musique qui parle de tuer des enfoirés. J'ai grandi en écoutant de la musique qui parle de tuer des enfoirés. Les poignarder, j'en ai tellement envie, putain. Deborah répond alors « On s'en fout, Tyler. Tu parles comme une vraie psychopathe. Mec, arrête. Je t'ai demandé ce que tu voulais faire avant d'aller voir les lumières. » Et Tyler lui a répondu « Ce que je veux faire, c'est te tirer une balle dans tes putains de gencives. » Une troisième vidéo a été enregistrée peu avant que Tyler et Deborah demandent le divorce en 2021. Apparemment, cette vidéo a été enregistrée lorsque Deborah rentrait de l'hôpital avec Tyler après qu'il ait fait une overdose. Dans la vidéo, on entend Tyler parler d'un oxy et demander « Est-ce que j'étais mort? Je ne sais pas ce qui se passait, putain. Est-ce que j'étais ?» Deborah répond « Oui, en gros, avant que l'ambulance n'arrive, tu avais à peine un pouls. Donc tu sors prendre de la drogue, tu vas dans des bars et tu bois. Sérieusement, je ne peux pas vivre comme ça. Mon fils crie dans son lit pendant que mon mari est en train de mourir sur le sol du couloir. » Deborah poursuit. « Donc c'est normal ce qui s'est passé ? C'est normal tes choix de vie alors que tu as une famille. Tu as un fils, une femme, et tu t'inquiètes pour une pilule contre la douleur. » Tyler lui demande alors si sa mère était au courant de l'incident, ce à quoi Deborah lui répond « Non Tyler, qu'est-ce que ça peut faire si ta mère le sait? Tu ne veux pas qu'elle sache à quel point tu es une merde. » Deborah continue ensuite. « Tu aurais pu perdre ton fils et ta femme, mais tu t'en fiches. Tu l'as déjà dit plein de fois que tu t'en fiches de mourir. »
Et le 4e extrait montre une partie de la dispute domestique entre Deborah et Tyler en janvier 2021. Deborah avait commencé à enregistrer ce jour-là avant le retour de Tyler, car elle craignait qu'il abîme son véhicule en arrivant. Deborah a dit qu'elle a continué à filmer après que Tyler soit rentré à la maison et qu'il est passé devant elle en criant « Je vais te tirer dessus !» Et il se dirigeait vers la chambre où il gardait son arme de poing. Cependant, Deborah ne l'a jamais réellement vu saisir l'arme. À ce moment-là, Deborah était tellement effrayée qu'elle a attrapé Steven et est sortie dehors dans le froid sans même mettre de manteau. Elle avait tellement peur qu'il allait vraiment lui tirer dessus. Ton fils est juste ici. Je vais te tirer dessus. Sérieusement, je vais prendre mon arme. Il me menace de me tirer dessus. Il me menace de me tirer dessus. Il menace de me tirer dessus. Son fils est dehors dans le froid et on n'a aucune de nos affaires. Donc, selon les dossiers du tribunal, Debbie a effectivement été autorisée à soumettre 4 vidéos comme preuve. Une seule n'a pas été autorisée car elle n'avait pas informé le tribunal avant l'audience. Et le tribunal a également déclaré qu'il trouvait que ces preuves vidéo manquaient de valeur significative concernant la question de la garde parentale de Steven, ce qui est insensé, mais bon. Et la mère de Tyler, Sheila, dit que toutes les affirmations faites par l'oncle de Deborah, Tom Cash, sont fausses, et que Tyler aime tellement son fils qu'il ne lui ferait jamais de mal, surtout après avoir traversé des années d'enfer à essayer de le retrouver. Sheila a aussi accusé Deborah de vouloir faire emprisonner Tyler pour éloigner Steven de sa vie définitivement. Elle a dit que ce plan ayant échoué, elle a décidé de s'enfuir avec leur fils. La mère de Tyler pense que Deborah avait un plan depuis un certain temps, et elle a insisté sur le fait que même si Tyler avait proféré des menaces verbales, il n'avait jamais fait de mal physiquement à Deborah. Mais elle avait vu Deborah frapper Tyler. La mère de Tyler a également affirmé que Deborah est une personne très jalouse et possessive et que même de petites choses pouvaient la mettre en colère. Elle a aussi dit que si Deborah craignait vraiment Steven comme elle le disait, pourquoi n'est-elle pas allée vivre chez sa mère au bout de la rue? Ensuite, Sheila a même affirmé que Deborah avait mis en scène certaines des vidéos qu'elle avait prises de Tyler. Et je veux savoir comment. L'a-t-elle forcé à dire ce qu'il a dit? Qu'il allait la tuer? Je ne pense pas. Deborah a parlé avec certains membres de sa famille depuis son arrestation et ils disent nous qu'elle est complètement anéantie. Elle est très bouleversée d'avoir sacrifié sa vie et sa carrière pour sauver son fils, mais cela n'a finalement servi à rien. Tyler Bryan a déclaré qu'il est très soulagé que son fils ait été retrouvé sain et sauf, que son fils va très bien en ce moment et est d'excellente humeur. Toute la famille est très heureuse de l'avoir retrouvé et, depuis son retour, Steven passe beaucoup de temps avec ses cousins, à jouer au Lego, à aller nager et à aider son père à préparer le petit déjeuner. Tyler a dit « C'est tout simplement incroyable. J'ai hâte de vivre toutes nos aventures. » Merci d'avoir écouté l'histoire de Steven aujourd'hui. Je ne pressens rien de bon concernant le père de Steven, Tyler. Dans les vidéos que Deborah a prises de lui, il se met extrêmement en colère et dit des choses horribles que la plupart des gens normaux n'oseraient jamais dire à quelqu'un qu'ils aiment. S'il a autant de colère non seulement envers Deborah, mais envers tout le monde, comme il l'a affirmé, je ne pense pas qu'il devrait avoir la garde de son fils de 5 ans. Sans parler du fait qu'il avait un problème de drogue, même si je ne sais pas s'il en a toujours un, car apparemment il avait fait une overdose avant leur séparation. Pourquoi le tribunal n'a pas jugé cela pertinent pour la garde de ce petit garçon me dépasse complètement. J'espère que cela sera examiné de plus près pour s'assurer que Steven est vraiment en sécurité là où il est maintenant, parce que moi-même, je n'en suis pas si sûre. Mackenzie Hopkins est née le 10 avril 1997 à Wichita, Kansas. Ses amis et sa famille l'appelaient affectueusement Mickey. Mackenzie était très déterminée et ambitieuse. Elle se faisait aussi des amis partout où elle allait. Mackenzie était déterminée à avoir un impact positif sur le monde. Elle cherchait constamment des moyens de s'améliorer ainsi que d'améliorer sa vie et celle de sa fille Bella. Elle était aussi une mère incroyable et rien n'était plus important pour elle que de remplir la vie de Bella d'amour et de joie.
Mackenzie, la deuxième de 3 enfants, a grandi à Wichita puis a déménagé avec sa famille près de Kansas City. Elle détestait le système scolaire local et a finalement obtenu le GED, l'équivalent américain du bac, l'été précédant son entrée à l'université pour préparer un diplôme universitaire de 2 ans. Elle travaillait également comme aide-soignante diplômée à l'hôpital de North Kansas City et elle suivait des cours universitaires supplémentaires pour devenir infirmière diplômée. Adulte, Mackenzie a eu sa fille Bella avec son ancien partenaire Hector. Même si le couple s'était séparé, ils sont restés proches. Mackenzie et Bella vivaient avec les parents de Mackenzie depuis environ 1 an, lorsque Mackenzie a finalement eu assez d'argent et a décidé qu'elle allait partir et trouver un logement pour elle-même. Alors, au début du mois de janvier 2022, Shannon Hopkins a aidé sa fille à emménager dans sa nouvelle maison de location à l'angle de la 73e rue et de la rue Wabash à Kansas City. La meilleure amie de Mackenzie et son mari étaient aussi présents ce jour-là pour aider Mackenzie et Bella à emménager. Quelques semaines plus tard, la famille de Mackenzie et Bella a prévu de retrouver les filles le 15 janvier. Le père de Mackenzie, Shannon, n'avait pas encore eu de nouvelles d'elle le matin du 15 janvier, mais il avait parlé à Mackenzie et Bella la veille au soir, et elle lui avait tôt dit qu'elles étaient de rester éveillées tard pour regarder un film. Il savait que sa fille aimait faire la grasse matinée, donc il n'était pas inquiet et pensait qu'elle l'appellerait en se réveillant. Mais lorsque Mackenzie n'avait toujours pas rappelé dans l'après-midi, l'inquiétude a commencé à grandir. Alors Shannon et sa fille aînée, Hazel, ont décidé de prendre leur voiture et de se rendre chez Mackenzie pour voir si elle allait bien. Mais alors qu'ils conduisaient, Shannon a soudain été envahi par la peur que quelque chose n'allait pas avec sa fille. Il a pensé que c'était peut-être une fuite de gaz, mais il ne savait pas d'où pouvait venir ce terrible pressentiment. Il a donc appelé la police pour leur demander de aller s'assurer que sa fille allait bien. Il s'est dit qu'ils arriveraient à la maison plus vite que lui, puisqu'il devait parcourir 20 miles de chez lui jusqu'à la maison de Mackenzie. Il ne voulait pas non plus ouvrir la porte seul si quelque chose n'allait pas, car il craignait que ce soit le cas. Donc, ce soir-là à 17h49, les policiers de Kansas City, Missouri, ont été envoyés à la maison de Mackenzie. Les policiers et la famille de Mackenzie sont finalement arrivés à peu près en même temps. Et alors que les policiers s'approchèrent de la porte d'entrée, ils ont remarqué ce qui ressemblait à du sang menant jusqu'à la porte de Mackenzie. Les policiers ont demandé à Shannon s'il pouvait ouvrir la porte. Il avait une clé, alors il est allé à la porte, a mis la clé dans la serrure, a poussé et s'est rendu compte que la porte était en fait déjà déverrouillée. Comme c'était le soir, il faisait sombre dans la maison, alors Shannon est allé allumer un interrupteur. Mais juste avant qu'il ne puisse le faire, les lampes de poche de la police ont illuminé un sol couvert de sang. La fille de Shannon, qui était venue avec lui, se tenait en fait toujours derrière la porte moustiquaire, mais elle pouvait voir le sang sur le sol et elle a crié. Les agents ont fait sortir Shannon de la maison immédiatement, puis ils ont dégainé leurs armes et sont entrés. Les agents sont entrés dans la maison et ont découvert Mackenzie Hopkins, âgée de 24 ans décédée, dans une baignoire, immergée dans l'eau. Et Bella, âgée de 4 ans, souffrait d'un traumatisme crânien grave et était allongée sur son lit. Lorsque Mackenzie a été sortie de la baignoire, des blessures par objet contondant ont été constatées sur son visage et sa tête. Bella a été immédiatement transportée à l'hôpital local où elle est restée dans un état critique. La police s'est immédiatement saisie de l'affaire pour tenter de découvrir qui avait attaqué Mackenzie et Bella avec une telle brutalité. Il y avait plusieurs grandes mares de sang au rez-de-chaussée de la maison où l'on pouvait voir des traces de traînées, comme si Mackenzie avait été traînée de l'endroit où elle a été assassinée jusqu'à la baignoire. Et en même temps, les enquêteurs ont remarqué des empreintes de chaussures dans certaines des mares de sang. Sur les photos prises par les enquêteurs, le motif sous la chaussure montre de fines rayures horizontales avec le mot Ariat. Ariat est un fabricant populaire de bottes de cow-boy et il existe de nombreuses versions de ces semelles, chacune ayant un motif différent selon le style des bottes. Sur Google, le résultat est la photo des bottes Ariat pour hommes à bout carré large, montrait un motif sur la semelle et l'emplacement du mot Ariat qui correspondait aux photos des empreintes de sang sur la scène de crime. La police savait donc quel type de chaussures chercher. Heureusement, ils avaient aussi d'autres preuves. Les détectives ont obtenu des images de vidéosurveillance d'un voisin de Mackenzie,
Ces images de vidéosurveillance montraient un pick-up blanc garé du côté ouest de la rue Wabash pendant environ 37 minutes avant d'être aperçu alors qu'il passait devant la maison de Mackenzie à 4h59 du matin le 15 janvier. Puis, à 5h36 du matin, un homme inconnu portant des vêtements de couleur sombre est aperçu en train de passer devant la maison de Mackenzie. Il se dirige ensuite vers la maison et disparaît dans le jardin à l'arrière de la maison. À 6h02 du matin, la caméra a capté le même homme en train de s'enfuir de la maison de Mackenzie avant de remonter dans le pick-up et de partir. On voit le camion s'arrêter dans une station-service Shell quelques minutes plus tard et un homme hispanique aux cheveux noirs, portant un sweat à capuche foncée, une combinaison foncée et un masque médical bleu, entre dans le magasin. Les images de surveillance montrent ensuite le camion quittant la station-service à 6h22 du matin. À 6h48 du matin, on le voit revenir devant la maison de Mackenzie. L'homme inconnu sort à nouveau du camion et entre dans la maison de Mackenzie, où il ne ressortira que 2 heures plus tard. Au cours de l'enquête, la famille de Mackenzie a découvert qu'un appel au 911 avait été passé à 6h01 le 15 janvier depuis le téléphone portable de Mackenzie. C'était environ 1 minute avant qu'on voit l'homme fuir sa maison sur les images de vidéosurveillance. L'opératrice du 911 n'a pu entendre que des cris et des bruits de bagarre en arrière-plan. La police est allée à la maison vérifier la situation. Cependant, la police n'a jamais précisé les actions exactes qui ont été prises à leur arrivée, y compris l'heure à laquelle ils sont arrivés, le temps qu'ils ont passé sur place, ni ce qu'ils ont réellement fait une fois sur les lieux. Cependant, nous savons qu'ils sont repartis et qu'ils n'avaient clairement aucune idée que Mackenzie et Bella étaient toutes les deux en train de mourir dans la maison. Les agents qui ont répondu à l'appel au 911 ont dit à la famille de Mackenzie qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la maison à cause d'une politique mise en place après la condamnation d'Eric de Falconry. Un détective de police blanc de Kansas City qui a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour la fusillade mortelle d'un homme noir. Les détectives ont évoqué cette affaire à la famille Hopkins. Shannon Hopkins a dit qu'il lui avait expliqué qu'il s'agissait d'un changement de politique. Cependant, lorsqu'il a parlé au procureur, on lui a dit qu'il n'y avait eu aucun changement de politique. Dans l'affaire de Falconry, l'officier de Falconry avait répondu au signalement d'un incident de circulation fait par un hélicoptère de la police. Avec son partenaire, De Falconry s'était précipité dans l'arrière-cour où Cameron Lamb était en train de reculer son pick-up dans le garage. Quelques secondes après son arrivée, De Falconry l'a abattu. De Falconry a soutenu qu'il n'avait agi qu'en légitime défense car il avait vu une arme sur Cameron Lamb. Mais les procureurs du comté de Jackson l'ont poursuivi au pénal, affirmant que l'homme n'était pas armé et qu'une arme avait été placée sur lui avec d'autres preuves. Il a également été établi que De Falconry et son partenaire n'avaient même pas de motif valable pour se trouver sur la propriété de Cameron Lamb. Donc apparemment après tout ça, ils doivent faire attention avant d'entrer dans les maisons, mais je ne comprends pas parce que lors de l'appel au 911, on pouvait entendre des cris et des disputes, et ils ont découvert que cela venait de la maison. Donc il y avait clairement un motif valable, contrairement à l'autre incident. Donc je ne suis pas sûre de voir en quoi les deux sont liés, en fait. As-tu une idée? Moi, aucune. Les détectives sont donc allés chez la bonne amie de Mackenzie pour voir ce qu'elle savait. Cette amie était tellement proche de Mackenzie qu'elle avait même une clé de la nouvelle maison de Mackenzie pour pouvoir venir et repartir comme elle voulait. En parlant avec cette amie à l'intérieur de sa résidence, les détectives ont remarqué une paire de bottes de cow-boy près de la porte d'entrée. Quand ils ont demandé à cette amie à qui appartenaient ces bottes, elle a répondu qu'elles étaient à son petit ami, José Escalante. Et ce n'étaient pas n'importe quelles bottes de cow-boy. Elles semblaient être les mêmes bottes Ariat que la police recherchait. Il y avait aussi un camion blanc à cabine double garé dans l'allée lorsque la police est arrivée ce jour-là. José Escalante est alors devenu le suspect numéro 1 de la police. Le 16 janvier 2022, un mandat a été délivré pour perquisitionner la maison de José Escalante. Il a également été placé en garde à vue et transporté au siège de la police de Kansas City. L'amie de Mackenzie a dit à la police qu'elle avait dit à José, le soir du 14e, qu'elle serait chez Mackenzie. Cependant, c'était un faux alibi. Elle voulait sortir, mais ne voulait pas le dire à son petit ami José. Je suppose que c'est parce qu'il avait un tempérament colérique. Ce n'est qu'une supposition.
Alors elle a menti et a utilisé Mackenzie comme couverture. Et apparemment, ça a fini par coûter la vie à Mackenzie. Et elle n'a même pas dit à Mackenzie qu'elle avait servi de couverture. Si tu utilises tes amis comme couverture, préviens-les au moins. Allez quoi. La nuit où cette amie était sortie, quand elle est rentrée chez elle, elle dit qu'elle ne se souvient pas avoir vu José là-bas et elle ne se souvient pas l'avoir revu avant 10 h le lendemain matin. Lorsque la police a parlé avec José, il a dit qu'il était sorti le soir du 14 janvier et qu'il était allé au casino 7th Street dans son pick-up GMC Sienna blanc. José a dit qu'il y avait retrouvé 2 de ses cousins, puis qu'il avait quitté le casino seul et qu'il était allé dans un bar appelé Mississippi's à Kansas City. Il a dit être resté jusqu'à la fermeture, soit 3 h du matin. Après cela, il dit qu'il est sorti sur le parking du bar, a parlé à quelques personnes, puis est parti avec son camion. Donc, on dirait qu'il n'a pas d'alibi pour le moment où Mackenzie a été assassinée. Après qu'on lui ait présenté l'information selon laquelle son camion avait été aperçu près de la maison de Mackenzie, José a admis que c'était bien son camion. Il a aussi reconnu être la personne sur les images de vidéosurveillance à la station-service Shell. Lorsque la police l'a confronté au sujet des vêtements qu'il portait à la station-service Shell, ils n'étaient pas les mêmes que ceux qu'il avait dit à la police qu'il portait. José a dit au détective qu'après avoir quitté le bar, il avait mis ses bottes et les vêtements qu'il portait pour avoir plus chaud. Et bien sûr, José a nié toute implication dans le meurtre de Mackenzie et l'agression contre Bella. Cependant, il ne pouvait expliquer pourquoi son camion était resté dans la région plus de 2 heures. Lors de l'interrogatoire, José a apparemment laissé échapper sans le vouloir son mobile pour l'agression contre Bella. Il a dit que, puisqu'il avait aidé Mackenzie à emménager dans sa maison, Bella saurait qui il était, donc il devait aussi se débarrasser d'elle. José Escalante a été détenu sans possibilité de libération sous caution pour des accusations de meurtre au premier degré, d'agression au premier degré, de 2 chefs d'accusation pour infraction commise avec une arme et de mise en danger du bien-être d'un enfant au premier degré. Selon la loi du Missouri, les procureurs peuvent demander la peine de mort dans cette affaire. Alors que la famille continuait d'espérer et de prier pour que la petite Bella s'en sorte, les détectives de la police sont venus les voir et leur ont annoncé qu'ils avaient arrêté l'homme responsable de ces actes horribles. José, âgé de 31 ans, a plaidé non coupable des accusations. Son avocate de la défense remet en question sa santé mentale, affirmant qu'il entend souvent des voix et qu'il a des pertes de mémoire. Est-ce que tout cela est vrai? Je ne suis pas sûre, mais... Son procès devait commencer en octobre de l'année dernière, mais il n'y a eu aucune nouvelle information depuis. Donc je pense que ça a très probablement été reporté à cause du Covid. Je resterai attentive à toute nouvelle information, car il est étrange que cela n'ait pas été mis à jour depuis longtemps. Je pense simplement que ça a dû être reporté. En dehors des déclarations exposant les motifs raisonnables, le seul document accessible au public est un rapport d'incident qui a été rédigé après que Mackenzie Hopkins a été retrouvée morte et que l'enquête pour homicide a été ouverte. Ce n'était qu'un document d'1 page et il ne mentionnait pas du tout le fait que Bella avait été retrouvée grièvement blessée. Et de nombreuses autres choses, comme les résultats de l'autopsie ainsi que l'appel au 911 passé ce matin-là, restent confidentiels en vertu de la loi de l'État. Après avoir été secourue chez elle dans un état critique, Bella Hopkins a été transportée d'urgence au bloc opératoire. Elle ne s'est pas réveillée pendant 2 semaines, mais elle a finalement repris connaissance. Elle a passé un certain temps en unité de soins intensifs avant d'être autorisée à rentrer chez elle en février 2022. Sa guérison lui a valu d'être surnommée le miracle de la famille. La petite Bella a rencontré beaucoup de difficultés après tout cet incident, mais elle a lentement retrouvé ses forces et elle est pratiquement redevenue la petite fille qu'elle était autrefois. Elle poursuit la kinésithérapie, l'ergothérapie et un suivi psychologique. Sa famille aussi. Bella porte une cicatrice physique de l'attaque à laquelle elle a survécu. Elle a une grande cicatrice sur la tête, là où les chirurgiens ont dû remplacer une partie de son crâne. C'est toujours une petite fille de 5 ans insouciante et joyeuse, et elle parle de sa maman, mais jamais de façon triste, dit son grand-père. Il ne croit pas qu'elle ait le moindre souvenir de l'incident. La première semaine de mai 2022, la famille de Mackenzie s'est réunie en mémoire de ce qui aurait été son 26e anniversaire.
Shannon a dit qu'une partie de cela consistait à parler de la façon dont ils gèrent tous la douleur et parfois la culpabilité qui survient chaque fois qu'ils se rappellent ce qui est arrivé à Mackenzie et Bella. Une veillée pour Mackenzie a eu lieu le samedi 22 janvier 2022 au salon funéraire Floral Hills de Newcomer à Kansas City, dans le Missouri, suivie d'une cérémonie commémorative. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Mackenzie aujourd'hui, et celle de Bella aussi, je suppose. Je ne comprends vraiment pas, comme je l'ai déjà dit, pourquoi les policiers utilisaient l'excuse d'un incident totalement différent, qui ne semblait pas du tout lié, pour justifier le fait qu'ils n'étaient pas entrés dans la maison de Mackenzie. S'ils avaient vraiment enquêté, ils auraient probablement vu Mackenzie tout de suite et ils auraient peut-être encore pu la sauver à ce moment-là. Peut-être que Bella n'avait pas encore été attaquée non plus. Qui sait, José aurait pu aller à la station-service puis revenir et l'attaquer après avoir réfléchi au fait qu'elle pouvait le reconnaître. Je ne peux qu'imaginer à quel point sa famille doit être frustrée en sachant que si la police avait agi différemment, ils auraient peut-être pu sauver Mackenzie ce jour-là et épargner à Bella tout le traumatisme qu'elle a dû surmonter. Je me demande s'ils vont tenter de poursuivre la police de Kansas City ou s'ils le peuvent. Je resterai attentive aux nouvelles. J'espère que cet homme sera condamné à une longue peine pour ce qu'il a fait à ses deux belles filles. Merci à tous ceux qui soutiennent A Wicked World. Il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon, alors allez voir sur patreon.com/WickedWorld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez à des vidéos exclusives chaque mois et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@crimeagemail.com.